Alors, on va écouter l'interview de Colline qui a réalisé Le Ballet Libéré, qui est un magnifique film qui parle d'une coopérative qui s'appelait donc Le Ballet Libéré, qui a existé dans les années 70. Et c'est un groupe de femmes qui faisaient le ménage à l'UCL, qui ont décidé de virer leur patron et de se constituer en coopérative avec le soutien de certains étudiants, des syndicats, des laveurs de vitres, etc. Et la réalisatrice qui a fait ses études à l'IAD s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de cette initiative qui est quand même très innovante, et qu'est-ce que ça ferait de rencontrer ces personnes du passé et les personnes du futur. Mais elle vous expliquera ça mieux que moi, donc écoutons le témoignage de Colline. Bonjour Colline, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes venue de loin ? J'habite Scarbeck, ça va. Donc ça va, d'accord. Vous venez pas de Louvain-la-Neuve. Non. Bon, mais en tout cas, vous avez réalisé Le Ballet Libéré, qui est un très beau film, et donc je voulais vous interviewer pour parler de ce film. Et quelle était la genèse de ce projet ? En fait, j'ai entendu parler de l'histoire du Ballet Libéré complètement par hasard. Alors que j'ai étudié pendant 5 ans à Louvain-la-Neuve, vu que j'ai fait l'école de cinéma l'IAD. Et donc, j'ai fait mes études dans les locaux de l'UC Louvain, et j'avais jamais entendu parler de cette coopérative de femmes de ménage en autogestion. Et et quand j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que c'était, ça m'a vraiment fort interloquée. Je trouvais que c'était un pitch génial, en fait. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et de là a commencé à naître une envie de film. Mais j'avais pas envie de faire un film que tourné vers le passé. J'avais envie que cette histoire, elle puisse nous questionner au présent sur nous, en fait, enfin que ça parle de nous et d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, je me suis demandé, mais qui nettoie les locaux de l'UC Louvain aujourd'hui et dans quelles conditions ? Oui, en effet. Et donc c'est ça qui est très intéressant, effectivement, c'est que d'une part, déjà le titre, Le Ballet Libéré, c'est le nom de cette fameuse coopérative, et donc vous avez pris le temps de faire des recherches pour retrouver les personnes qui avaient participé à cette coopérative à l'époque. Il faut savoir qu'il y avait aussi des étudiants qui se sont joints au mouvement, il y avait des syndicats, et donc vous avez retrouvé un peu toute cette population. Comment s'est passé le processus ? Comment est-ce qu'on passe un coup de fil pour dire voilà En fait, j'ai commencé par tout simplement taper Le Ballet Libéré sur Google, et il y avait très très peu de choses. Il y avait en fait un article d'une historienne qui s'appelle Marie-Thérèse Conen, qui avait écrit sur plusieurs initiatives autogérées, et donc dont Le Ballet Libéré, donc il était cité comme ça. Et donc j'ai essayé de je l'ai rencontrée, et elle m'a dit va au CAROP, qui est un centre qui conserve la mémoire ouvrière à Braine-le-Comte. Là, il y a des archives des militants de la CSC. Et donc, j'y suis allée, et effectivement, il y avait une dizaine de boîtes d'archives avec des documents absolument pas triés, beaucoup d'articles de presse, mais aussi des comptes rendus d'assemblée générale, de comité de gestion, des courriers entre l'UC Louvain et le Ballet Libéré. Voilà. Et donc là, c'était très très riche. Alors, je suis pas historienne du tout, mais je sentais que pour cette histoire-là, il fallait quand même que je me plonge un peu dans la matière que j'avais à disposition, et c'était celle-là. Et en fait, dans ces papiers, il y avait une liste des coopérateurs et coopératrices de 1983 avec des noms de famille, des prénoms et des adresses postales. Et du coup, je suis allée faire du porte-à-porte en espérant retrouver les gens. Et donc, dans ces coopérateurs et coopératrices, il y avait des nettoyeuses, des laveurs de vitres, mais aussi des militants qui continuaient à s'investir en fait dans cette coopérative. Et donc c'est grâce à cette liste en fait que j'ai trouvé pas mal de gens qui sont dans le film. D'accord, très bien. Et donc ça a été facile de les convaincre de témoigner ? Alors oui et non, ça dépendait un peu. Globalement oui. Donc, en gros, dans cette liste il y avait 100 personnes, j'en ai retrouvé une 50aine. Mais bon, il y en a qui étaient décédés, il y en a qui avaient déménagé. Et dans celles et ceux que j'ai retrouvés, il y en a qui n'avaient pas forcément envie de reparler de cette histoire, ou qui n'étaient pas restés très très longtemps au Ballet Libéré,
ou qui avaient des soucis de vie qui faisaient qu'ils n'étaient pas disposés à participer à ce projet. Mais dans les personnes que j'ai retrouvées, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient très très enthousiastes à l'idée de se replonger dans l'histoire. Oui. Et alors du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est justement donc la rencontre, toutes ces séances un peu où ils sont en cercle, aussi bien les nettoyeurs d'aujourd'hui que le ballet libéré. Et vous avez réussi aussi à ramener l'UCL, la direction de l'UCL aujourd'hui, pour avoir ces conversations avec tout le monde, pour parler du passé, mais aussi de la mise en application aujourd'hui. Est-ce que ce serait faisable ou pas? Et donc c'est en ça que je trouve que le film est très intéressant, parce que comme vous le dites, vous questionnez la faisabilité aujourd'hui d'un projet pareil. Oui, en fait, l'idée de ces rencontres, c'était à chaque fois de pouvoir convoquer des gens du présent et du passé. Et donc effectivement, il y avait la personne qui s'occupait du contrat avec le ballet libéré à l'époque, et il y a la personne qui s'occupe de rédiger le cahier des charges pour le secteur du nettoyage aujourd'hui à l'UC Louvain. Il m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de ce film, à avoir des autorisations et aussi à rencontrer l'équipe de nettoyage qui est là aujourd'hui, qui est en sous-traitance. Donc ils ne sont pas employés par l'UC Louvain directement, mais par une entreprise privée. Et donc en fait, l'idée c'était de parler de qu'est-ce que c'est la sous-traitance dans les institutions publiques aujourd'hui, avec cette obligation donc de passer par un appel d'offres de marché public, avec toutes les contraintes que ça entraîne, à la fois pour l'université mais aussi pour les travailleurs. Et voilà, donc c'était la personne la mieux placée pour parler de ça. Et effectivement, disons que c'est un système qui fait qu'il y a des contraintes à la fois pour l'université, oui, et à la fois finalement pour les entreprises qui doivent soumissionner le plus bas possible pour remporter le marché. Et du coup, en fait, toutes ces pressions de part et d'autre, ça retombe sur les travailleurs. Évidemment. Parce que finalement, c'est quand même eux qui font le travail, et souvent dans des conditions qui sont plus du tout acceptables, ou en tout cas qui sont très différentes de celles qu'a connu le ballet libéré. Mais oui, et donc, notamment par exemple le fait qu'il parle d'un certain bâtiment qui est énorme et que la personne le nettoie seule, alors que dans le passé ils étaient 9 pour le nettoyer. Donc ça, c'est aussi, ils ont beau dire oui, on a du matériel plus performant, etc. Au final, ça revient quand même au même, ça reste pénible. Il y a un passage où un des hommes dit oui, on pense souvent que c'est un métier de femme, mais finalement c'est quand même très physique, donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et donc c'est là que je trouvais que c'était intéressant aussi de comparer avant et après dans la manière de travailler, de concevoir son travail. Tout à fait, et le fait que, moi c'est ça qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait de mettre 2 générations de travailleurs qui ont travaillé dans le même territoire. Vraiment, cette université, c'est une ville, c'est 350 000 mètres carrés à nettoyer, et donc en fait, ces gens, ils ont vraiment quelque chose de commun, et ils peuvent vous parler d'un bâtiment que les anciennes, elles ont nettoyé il y a 50 ans, et se souvenir que c'est du vinyle au sol. Et en fait, ils sont vraiment experts, en fait. Et grâce à eux, les bâtiments qui ont 50 ans, ils sont toujours là et en bonne tenue aujourd'hui. Et donc ça aussi, c'était très important pour moi que ça puisse eux qui puissent parler de leur travail, parce Exactement. Que finalement, on leur demande jamais ça, on leur demande jamais de parler, on leur demande d'être des corps qui agissent, qui sont en mouvement, qui enlèvent la poussière, qui nettoient, mais on leur donne jamais la parole. Exactement, et du coup ça fait penser à 2 choses. La première, c'est que du coup, à un moment donné, vous parlez du fait qu'il y a quand même un écart de classe entre les étudiants de l'UCL, c'est un peu bourgeois, etc. Et de l'autre côté, les gens qui nettoient viennent de classes plus populaires. Et alors la deuxième chose, c'est que justement, le fait de les faire parler, ça nous fait prendre conscience que ce sont des gens qui ont des idées, qui ont réfléchi à leur situation, qui ne la subissent pas, qui sont très, très lucides par rapport à ce qui leur arrive. Je trouvais qu'il y avait énormément de questions qui étaient très pertinentes. Moi, j'étais vraiment impressionnée de voir les questions qu'ils posaient aux anciens. Et donc, c'est ça qui est très beau aussi dans votre film. Ouais, complètement. Ils ont plein de choses à nous apprendre. En fait, ils ont plein de choses à dire. Évidemment, ceux qui savent le mieux parler de leur travail. Et aussi, ils parlent aussi de nous, en fait. Parce qu'on utilise ces lieux, et on a décidé, en fait, maintenant partout, pas que dans le secteur public, mais dans le secteur privé, c'est la même chose, que le nettoyage, c'était en dehors du travail. Or, si les bâtiments sont pas nettoyés, les gens qui travaillent dans les bâtiments ne pourraient pas travailler. Donc, en fait, c'est eux qui sont la condition de notre travail à tous. Et donc, voilà, moi, le film va pas aussi loin, mais ça m'a beaucoup questionné sur
pourquoi est-ce qu'on met ça en dehors, en fait? Oui. Est-ce que ça ne devrait pas faire partie du temps de travail, finalement? C'est vrai que c'est très important. Et puis, ça parle aussi du monde dans lequel on vit, du capitalisme finalement. Ça parle aussi du féminisme, ça parle du patriarcat, parce que finalement ce groupe de femmes, même si elles ont été soutenues par d'autres groupes, ont eu le courage de créer cette coopérative. Elles pensaient que ce serait impossible et elles l'ont fait. Elles ont tenu bon pendant 14 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, elles ont vraiment amélioré leurs conditions de vie. Donc ça, c'est vraiment un beau message que ça envoie aussi à la société d'aujourd'hui, de dire c'est possible, on peut être solidaire, on peut construire quelque chose ensemble et y arriver tous ensemble et aller vers un mieux, quoi. Ouais, je crois que c'était une des questions finalement qui rejoint aussi mes idées féministes. C'est un peu la question de décider pour soi-même, en fait. Et en tant que travailleur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de décider pour soi? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se donner les règles de vie collectivement, je veux dire pas individuellement, mais collectivement? Pourquoi est-ce que cette question de qui décide dans l'entreprise, c'est forcément à ceux à qui appartiennent les capitaux? Ça se justifie de quoi, en fait? Et intellectuellement, je suis pas sûre que ça tienne vraiment la route. Et donc, voilà. Et donc, il y a des ponts qui sont faits, effectivement, entre ces deux luttes. Il y a un personnage qui m'a impressionnée, parce que j'ai pas tout de suite reconnu que c'était la même personne. C'est ce syndicaliste qu'on voit avant et qui parle qu'il avait foutu son poing dans la gueule du patron. Et puis on le voit aujourd'hui, plus âgé. C'est quelqu'un de très brillant aussi, et qui a une façon de penser qui est tellement déjà à l'époque, et puis même son discours d'aujourd'hui, ça reste un discours très fort et très engagé, et je trouve que ça fait vraiment du bien d'entendre des personnes comme ça. Qu'est-ce que vous avez pu retirer d'autre de cette rencontre avec ce monsieur? Donc Raymond Queneau qui a lancé le Ballet Libéré, mais pas que, il a aussi participé à la mise en place d'autres entreprises en autogestion à cette époque-là. Il était vraiment dans cette mouvance de dire il faut que les ouvriers se réapproprient les outils de la production, qu'ils deviennent maîtres de leur travail. Et donc ça a été une rencontre super. Et donc on le voit dans l'archive effectivement d'une émission de la RTBF, Situation 76. Et donc déjà là, il est très impressionnant. Franchement, si vous tombez sur cette archive, je pense qu'elle est disponible sur le site de la Sonuma. C'est incroyable, en fait, d'avoir un débat comme ça sur un plateau de télé. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Mais donc, nous, on a gardé qu'un petit extrait, mais dans ce débat, il y avait deux représentants des deux syndicats, donc lui et un autre de la FGTB. Et puis, il y avait deux patrons, en fait. Et ils ont débattu, mais dans un respect de la parole, dans une écoute et dans une argumentation des deux côtés qui est magistrale. Et voilà, et Raymond n'a pas du tout perdu sa verve, il est toujours aussi pertinent effectivement aujourd'hui, et je trouve qu'il va aussi un peu à contre-courant de ce qu'on entend parfois et de la part de gens du syndicat, qu'il faut absolument respecter les règles et la légalité. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça marche pas. Mais oui, et du coup, c'est ça que je voulais venir aussi, parce que moi qui suis beaucoup aussi l'actualité française, on voit la violence avec laquelle le peuple français est traité en ce moment par rapport à la question des retraites, mais par rapport à d'autres questions aussi, en général. Et finalement, on nous fait comprendre que c'est nous qui sommes violents parce que nous allons manifester ou parce qu'il y a des casseurs. Mais en fait, la violence, elle vient d'abord de l'institution. Et c'est ça que les médias ont un rôle important à jouer dans le fait de ne pas se tromper de bien discerner les deux et de ne pas faire culpabiliser les gens alors qu'en fait, ils sont en droit d'obtenir une vie meilleure, tout simplement, parce que les gens ne demandent pas d'être millionnaires, ils veulent une vie digne. Complètement. Et c'est exactement ça. Et donc je suis française, je suis née en France et j'ai grandi en France, et c'est flagrant effectivement à quel point ces questions-là résonnaient avec ce qui se passe en France, mais on peut aussi parler d'ici et maintenant avec Deleuze. Exactement. Dans ma chronique sur BX1, j'ai oublié de citer Deleuze, mais c'est vrai que ça a fait écho aussi à ça pour moi. Bonjour. Et c'est vraiment cette question de pas considérer les travailleurs comme des marchandises, en fait, parce que
ce qui se passe dans un appel d'offres de marché public, comme là, ce qu'essaye de faire Deleuze avec ses franchises, c'est qu'en fait, les travailleurs seraient comme un espèce de package avec les magasins et les marchandises, quoi. Et en fait, non. Enfin, je pense qu'il y a une différence de statut évident et qu'on parle de gens qui ont des vies. Mais c'est surtout le mensonge. On essaye de nous faire gober des choses alors qu'ils savent pertinemment bien ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans. Donc ces personnes vont perdre leur ancienneté. Elles ont travaillé 25 ans pour une boîte et au bout d'1 an, peut-être qu'on va les virer avec un nouveau contrat et donc elles auraient quoi, 1 an d'ancienneté. C'est ce mensonge-là qui est éhonté en fait et qui est révolte. Donc je pense qu'on doit vraiment être tous derrière eux, quoi. Vraiment. Complètement. Et moi, c'est ça que ça m'a renvoyé de travailler sur l'histoire du ballet libéré, c'est qu'en fait, ces ouvrières, elles ont été énormément soutenues par les médias, effectivement, des médias, voilà, dont l'idéologie n'était pas celle des patrons, quoi. Les étudiants, certains professeurs et le syndicat. Et donc, en fait, je pense que, voilà, appartenant à la classe moyenne, moi qui ai eu la chance de faire des études, etc., on a une responsabilité. En fait, moi, mes parents, ils étaient ouvriers et donc, mes grands-parents, je veux dire, étaient ouvriers et j'ai eu la chance, quelque part, d'avoir plus de chance qu'eux. Mais on leur doit peut-être un peu quelque chose. Mais même beaucoup, puisque c'est ça, c'est grâce à leur dur labeur que vous avez pu, la situation de beaucoup d'Européens à chaque fois pu s'améliorer pendant tout un temps, mais là on voit qu'on régresse puisque en général on gagne moins que nos parents au même âge, proportionnellement à l'inflation, etc. On gagne chaque fois moins que la génération précédente, donc c'est pas normal. Clairement. On va peut-être pas pleurer là-dessus, mais j'avais quand même envie de poser la question de vos prochains projets. Et ben là, je suis enceinte. Donc, c'est un beau projet. Ouais, je vais me concentrer là-dessus un petit moment. Et en fait, c'est pas encore très défini dans ma tête. Mais vous avez des envies? Oui, j'ai des envies. Je pense que j'ai déjà fait 2 films sur l'avortement. Donc le premier du point de vue du partenaire, on va dire, de l'homme. Et un deuxième du point de vue des médecins qui le pratiquent. Et je pense que c'est pas mon dernier film sur ce sujet. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu ça qui se dessine, mais bon, on verra dans quelques mois. Très bien. Ben, en tout cas, Colline, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonheur, évidemment, avec le bébé à venir et puis pour vos prochains projets qui sont aussi des bébés, hein, quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voulais juste préciser que le film sort en salle à partir du 17 mai, donc dans les grandes villes wallonnes, mais à Bruxelles, ça sera à l'Aventure. Et qu'il y a une avant-première le 16 mai. Voilà. En votre présence. En ma présence, au Vendôme cette fois-ci. Et il y aura aussi des séances spéciales à l'Aventure, donc il faut aller voir sur leur site. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Colline. Et le rendez-vous est pris, comme on dit. Au revoir. Merci beaucoup.